Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur du 3 novembre. Mon nom est Marie-André Dupéré et il me fera plaisir d'animer cette heure de bulletin parce que cette semaine, on a choisi de faire une heure pour vous. Donc, on commence avec un court reportage sur de futurs médecins pour l'urgence de Fortierville. Je m'étais entretenue avec la mairesse Julie Pressé. Allons voir mon reportage. Mercredi 18 juillet 2025, à la sortie du Conseil des maires de la MRC de Bécancour, j'en ai profité pour rencontrer la mairesse Julie Pressé à propos de l'urgence de Fortierville. En gros, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des médecins qui s'en viennent à l'automne, donc on va avoir de la relève et que l'urgence garde son statut d'urgence et reste ouverte, là. Mais pour l'instant, dans sa forme actuelle, là. Donc, pour le moment, il ne faut pas partir en peur non plus. On reste ouvert de 8 h à 4 h et éventuellement, là, probablement que les services vont être bonifiés là, cet automne avec l'arrivée des médecins. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut lui laisser le temps d'arriver puis de s'habituer, etc. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que juste le fait qu'on ne ferme pas, qu'on protège les services, puis que bien, on vient de virer la roue de bord, là, dans le fond. C'est ça le message que ça envoie, fait qu'on est super contents. Puis tout le travail derrière ça, bien sûr, vous devez en être fiers. Vous avez été épaulé par tout le monde autour? Oui, vraiment. C'est un travail d'équipe, là. C'est pas juste le travail d'une ou deux personnes, là. Tu sais, moi et Marion, on a travaillé très, très fort sur ce dossier-là, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Tu sais, c'est la MRC qui nous a appuyés, c'est la firme qu'on a engagée qui a été vraiment d'une grande aide. C'est les citoyens qui se sont mobilisés, puis il faut vraiment le ramener là, aux citoyens. Je pense que tout ce qu'ils ont fait, c'est énorme parce que ça a démontré une vraie mobilisation, puis à quel point les gens, ça leur tenait à cœur. Puis, tu sais, j'entendais souvent par le passé, « Ah, ça vaut-tu la peine? » Mais tu sais, là, on peut dire oui, tu sais, ça vaut la peine de faire tout ça, puis il faut continuer à le faire quand on a des embûches, il faut continuer à se lever, il faut continuer à défendre nos intérêts. Donc, je pense que c'est vraiment un beau travail d'équipe. On continue du côté de Nicolet avec les résultats d'un chantier en eau potable. Donc, on rencontre, entre autres, la mairesse Geneviève Dubois. Chantier de l'eau potable à Nicolet, un bilan porteur pour l'avenir. On en parle tout d'abord avec la mairesse Geneviève Dubois. Je me souviens qu'en 2020, on avait choisi de changer la tarification de l'eau à Nicolette, c'est de ne plus utiliser les compteurs d'eau pour tarifer l'eau, mais d'y aller dans une tarification de base. On n'a pas retiré les compteurs d'eau des maisons des gens, évidemment, mais ce n'est plus ça qu'on utilise, mais on continue quand même à monitorer la consommation. Et aujourd'hui, le punch, c'était de dire que finalement, malgré que la population a augmenté de 2,4 la consommation a augmenté de 1,6. Donc, on consomme moins que ce qu'on consommait, on consomme moins que ce qu'on a comme croissance et les gens, pas parce qu'on a enlevé la tarification au compteur d'eau, que se sont mis à consommer davantage. Donc, on était contents de voir ça. C'était le pari qu'on avait fait. Ça nous aurait coûté autour de 2,2 millions pour mettre à jour plein de compteurs d'eau, en installer des nouveaux. C'est pas juste le compteur, c'est aussi tous les professionnels qui viennent avec. On a plutôt choisi d'investir ça dans nos travaux, dans nos infrastructures, parce qu'on a encore le tiers de nos infrastructures souterraines en eau qui ont des tuyaux en fond. Donc, il y a des travaux à faire. Puis le pari qu'on a fait ce matin, bien, depuis 2020, bien, c'est avéré payant ce matin. Le projet principal qui est sur la table, c'est le processus d'agrandissement de la réserve. Donc, on a une réserve actuellement autour de 2300 m3. Et l'idée, c'est d'agrandir cette réserve-là. Pour l'instant, on a un chiffre d'environ 2000 m3 à déterminer de façon précise. Mais le but, c'est vraiment de solidifier la réserve actuelle, de la réparer et d'agrandir la réserve pour les besoins immédiats. Même si au moment où on diffuse ce bulletin de nouvelles, il est passé, donc on ne peut passer sous silence la 43e édition du Polycourant Terry Fox de l'école secondaire La Découverte. Je m'étais entretenue avant l'événement, donc avant le 16 octobre, avec Jean-Yves Doucet et Marie-Josée Saint-Onge à ce sujet. Voici mon reportage. La 43e édition du Polycourant Terry Fox à l'école secondaire La Découverte à Saint-Léonard-d'Aston aura lieu le 16 octobre prochain. On en discute d'abord avec Jean-Yves Doucet.
Et cette année, c'est la 43e édition du Polycouron TerreFox. Donc, on est de retour à l'automne, étant donné les travaux qui avaient eu lieu l'an passé. Puis, on avait été obligé de le faire le printemps. À la 43e édition, on a une présidente d'honneur de choix, soit Winona Lefebvre-Castillo, qui était une des meilleures coureuses qui a passé ici à l'école et qui a représenté la République dominicaine dans des hautes compétitions. Donc, ça va être un événement majeur. On attend près de 1200 coureurs. Et comme à chaque année, on prend le temps de bien préparer les élèves à cette édition? Oui, déjà, nos élèves sont en éducation physique, ils ont des parcours à faire. Et pour terminer la session en faisant un 4 et un 8 km au niveau du secondaire. Est-ce qu'on se fixe un objectif en termes d'argent? Dans les dernières années, on avait frisé le 20 000 de dons. Donc, cette année, c'est la même chose. On vise battre ça nécessairement. On disait que tu es sur le volet TerreFox. Qu'est-ce que ça implique exactement et ça fait combien d'années que tu fais ça? En fait, la course existait déjà depuis 1981. Moi, quand je suis arrivée ici à l'école, après quelques années, en 2010, j'ai démarré le volet TerreFox. Donc, ça fait depuis ce moment-là que c'est parti. Donc, c'est ça, on est impliqué, on donne aux suivants, on participe autant à la course qu'à la collecte de dons. Donc, depuis 2010, c'est plus de 112 800 $ que nous avons remis pour la recherche, pour, dans le fond, trouver un remède, trouver des traitements adaptés pour le cancer. Et ça implique une tournée dans les classes pour sensibiliser les jeunes avant la course? Oui, dans le fond, Jean-Yves Doucet, mon collègue et moi, nous allons rencontrer les différentes classes pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment on peut ramasser des sous, leur donner aussi, on a une personne qui fait un témoignage, donc à chaque année, il y a une personne qui enregistre une petite capsule vidéo pour leur dire voici à quoi va servir les dons, tu sais, dans le fond, à quoi ça sert la recherche. Ça donne aussi une raison plus tangible pour faire le geste. Puis, c'est ça, dans le fond, on explique aussi, parce que quand les élèves arrivent en première secondaire, bien, c'est leur première ou deuxième expérience, parce qu'on reçoit aussi des écoles primaires. Alors, parfois, eux autres, ils l'ont déjà vécu par le primaire. Et pour ce qui est des dons, comment on fait? En fait, tout le monde peut donner, la population aussi, les parents, les jeunes? Oui, exact. Donc, les différents médias dans la région vont justement vous partager des informations, comme vous d'ailleurs. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Polycouron TerreFox, École secondaire La Découverte. Nous avons aussi l'information qui va être diffusée par la page Facebook de l'école et ainsi que la page web de l'école qui va pouvoir aussi vous donner les liens, les différentes informations. Nous avons, comme je porte aujourd'hui, le T-shirt officiel. Donc, à chaque année, la Fondation nous envoie des boîtes de T-shirts. Donc, on vend ces T-shirts-là. Les T-shirts sont vendus au coût de 30 $. Donc, il y a possibilité de les acheter en communiquant avec nous. Il y a aussi les T-shirts blancs. Donc, il se peut que les gens du village ou des environs soient sollicités par des jeunes de l'école parce que les jeunes achètent un chandail blanc. Par la suite, ils vont écrire des noms des personnes pour qui ils vont courir, pour qui ils vont dédier leur course. Puis les noms, bien, on leur dit, c'est comme un 3 $ de don par nom pour pouvoir l'inscrire sur le chandail. Le T-shirt blanc nous est donné par Desjardins. Donc, à chaque fois qu'il y a un achat de T-shirt, les sous s'en vont pour la recherche. Puis à chaque fois qu'il y a des ajouts de noms, bien, c'est ça aussi, c'est de cette façon-là que ça nous permet de ramasser plus de sous aussi. Notre reportrice Lynn Richard était au quai de Sainte-Angèle cet été pour célébrer la venue du solstice et pour souligner la Journée internationale du yoga. Voici son reportage. 14 juin 2025, je me trouve présentement au quai de Sainte-Angèle de Laval et il est présentement 6h15 du matin. C'est une journée très spéciale qui se prépare aujourd'hui pour les amateurs de yoga.
Alors, j'ai avec moi Chantal Galarneau, qui est professeure de yoga ici sur la Rive-Sud à Sainte-Angèle-de-Laval et qui est aussi l'organisatrice de cette belle journée de yoga. Écoute, Chantal, peux-tu me parler un petit peu là, de qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Dans les énergies, je veux dire, là, du solstice de l'été, qui est en fait le 21 juin, et la Journée internationale du yoga, c'est aussi le 21 juin. Mais cette journée-là a lieu à Trois-Rivières, donc pour moi, c'est important de ne pas faire une compétition et que parce que c'est un peu les mêmes professeurs qui s'impliquent. Je le fais toujours le samedi d'avant. Donc, c'est la deuxième année qu'on fait cet événement-là. On est très chanceux. Il fait très beau. Il y a plusieurs personnes qui circulent. On a commencé depuis 6h30 ce matin avec 108 salutations au soleil. Et il y avait, j'estimerais peut-être autour de 60, 70 personnes peut-être là, qui étaient là déjà à 6h30. Très courageux. Et là, tout au long de la journée, en fait, jusqu'à 2h, il y a eu, il y a différents professeurs, une vingtaine de profs qui circulent. Il y a 5 cours en simultané qui se donnent de différentes lignées, que ce soit du Hatha, du Vini Yoga, du Pranaflow, qu'est-ce qu'il y en a d'autre aussi? Le Yoga du rire. Et là, on terminera tout le monde ensemble à 1h moins quart avec une belle classe avec Véronique Dumont, qui est ma professeure de Pranaflow, qui vient nous offrir un yoga transdanse. C'est très intéressant, Chantal, parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut aussi. On veut faire connaître les différentes disciplines de yoga. Exact. En fait, le yoga, ce que ça veut dire le mot yoga, ça veut dire l'union. Fait que c'est important. Ce sont des classes d'initiation, je peux dire, parce que c'est 45 minutes. Fait que les gens viennent goûter à tout et ils auront l'occasion d'expérimenter là, plusieurs classes. Et après ça, faire un choix. Peut-être qu'ils choisiront un professeur ou un style de yoga qui leur convient davantage. Alors, pour une deuxième édition, c'est vraiment réussi. En fait, c'est merci à tout le monde parce que je peux pas... Oui, je suis la personne qui l'organise, mais s'il n'y avait pas de gens, s'il n'y avait pas de professeurs et des participants, ça n'aurait pas lieu. Fait que merci à tout le monde. Puis on a même des artisans qui sont là, service de massothérapie. Fait que c'est vraiment une magnifique journée. En profiter pour remercier Desjardins qui offrent une contribution pour que l'événement puisse avoir lieu, et aussi l'organisation du Quai en Fête qui nous prête en fait notre superbe environnement. Alors, c'est très apprécié. Moi, je viens tout juste d'assister là, au yoga par le rire, puis j'aimerais beaucoup que tu en parles parce que ça a été vraiment contagieux comme séance. Oui. Bien, c'est souvent l'impact que ça a. Le yoga du rire, c'est un moment où on met notre ego de côté. Ça a été apporté par le docteur Kataria en Inde. 1995 environ. Lui, c'est un médecin, puis il se rendait compte que ses patients, étaient de plus en plus dépressifs, triste, anxieux, il y avait de moins en moins de rire. Donc, il a eu le goût de partir des clubs de rire dans des parcs à Mumbai. Et puis, c'est devenu contagieux. Au début, il y était juste 2-3 personnes. Puis finalement, les gens se greffaient. Tout ce qu'on faisait, c'est rire parce que le cerveau ne sait pas si c'est un rire stimulé ou si c'est un rire vraiment naturel. Fait qu'on lui joue des tours, on rit, on travaille les muscles de la respiration, le diaphragme, on fait monter nos endorphines pour notre hormone de bonheur. Puis ça devient contagieux parce que si on fait ça tout seul dans son char, ça fonctionne bien, ça nous fait du bien, mais comme là aujourd'hui, Journée internationale du yoga, c'est un moment où on est avec d'autres. Le fou rire d'un est contagieux pour l'autre. Fait que c'est ça l'expérience. Fait que c'est combiner la respiration dans des postures yogiques. Puis c'est Linda Leclerc à Trois-Rivières, au Québec, qui forme des professeurs de yoga du rire, là. Extraordinaire pour l'avoir vécu. Puis effectivement, tu viens tout juste de le mentionner, c'est contagieux parce qu'on entend juste rire quelqu'un à côté, puis ça déclenche absolument automatiquement. Écoutez, c'est vraiment une belle expérience. Merci de nous avoir fait vivre ça et j'espère que plusieurs personnes pourront s'inscrire à ce cours-là. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'y avoir participé. J'ai la chance présentement de m'entretenir avec Nancy Demers, professeure de yoga ici sur la Rive-Sud, précisément à Précieux-Sang. De où ça partit, toi, cette passion-là pour le yoga? En fait, ça fait longtemps, ça fait quelques années. J'avais introduit le yoga dans ma vie parce que j'étais une personne très anxieuse et j'avais besoin de relaxer justement ça et d'apprendre à être moi. Donc, une de mes amies qui m'a montré des postures au début et tout, puis j'ai vraiment aimé ça. Et il y a quelques années, là, je pense que ça fait 15 ans à peu près, que je suis allée faire une formation de yoga pour être enseignante de yoga, mais c'était vraiment pour moi, là, c'était pour mon bien-être. Je pensais même pas d'être enseignante. Et j'ai vraiment aimé ça. Premièrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, mon intention première, c'est toujours de transmettre ce que j'applique à ma vie. C'est que je me suis permise d'être moi et justement de me déposer, d'apprendre à me déposer. Et c'est ce que je montre à mes élèves, d'apprendre à être eux,
Tantôt, dans ma pratique, c'était ça que je nommais. Puis d'être reconnaissant aussi, de se reconnaître dans qui on est, puis ce qu'on applique à notre vie aussi. C'est important d'accueillir ce qui est là, d'accueillir ce qui est là au moment présent. On est ici pour soi. À chaque moment qu'on vit sur notre tapis, c'est un moment qu'on vit précieux dans notre vie. Le Hatha Yoga, en fait, c'est vraiment d'apprendre à méditer dans notre posture. Donc, méditer, ça ne veut pas dire juste de s'asseoir, faire des ohms. Méditer, c'est de se ramener à sa respiration, de se ramener à soi. Fait que souvent, je vais demander à mes élèves, je vais suggérer, évidemment, d'y aller avec ce qui monte, mais toujours de respecter ce qui est ici. Fait que s'ils ont un mantra, une parole positive ou un mot positif qui est là, mais c'est vraiment d'amener dans notre respiration. Fait qu'à chaque fois qu'on est dans une posture, oui, on tient nos postures, mais c'est vraiment de focusser, d'amener notre attention vraiment sur notre respiration. Qu'est-ce qui se passe en dedans de nous au moment-là? En fait, j'ai mon Namasté Nancy sur Facebook. Fait que là, c'est sûr qu'un petit message, un petit coucou. Moi, j'enseigne à Saint-Grégoire et j'enseigne à Précieux-Sang aussi. Je tiens vraiment à dire à tout le monde de prendre soin d'eux. À chaque moment, chaque respiration, c'est toujours une petite source de bonheur. Et c'était Hélène Richard pour Télécœur. Organisé par la SADC Nicolet Bécancour et animé par Jean-Sébastien Dessureau, professeur au département de mathématiques et informatique à l'UQTR, une conférence sur l'intelligence artificielle a suscité beaucoup d'intérêt dans notre milieu. Voici mon reportage à ce sujet. Devrions-nous craindre l'IA? C'est ce qu'on se demande dans cette conférence organisée par la SADC Nicolet Bécancour avec un spécialiste de l'intelligence artificielle. Alors, dites-nous, quelles étaient les grandes lignes de cette conférence ce matin? Bien, c'est une conférence de vulgarisation, c'est-à-dire que ça s'adressait à des entrepreneurs, des gens du coin. Et donc, en gros, c'était de parler des grandes lignes de l'IA, de définir les termes un petit peu. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, apprentissage automatique, les grandes familles, etc. Mais surtout, les gens étaient là pour entendre parler des grands modèles de langage, spécialement, qui est le sujet d'intérêt, le sujet de l'heure en IA, qui fascine, mais qui aussi fait peur jusqu'à un certain point. Donc, on a essayé de voir les nuances à travers tout ça dans la conférence. Et justement, quand on parle de nuances, comment on peut expliquer ça aux gens? Comment on peut les aider à nuancer tout ça? Bon, en fait, c'est simplement de voir la multitude de bons côtés que l'IA va amener pour l'humain. On veut évidemment garder l'humain au centre des développements de l'intelligence artificielle, mais aussi tenter de voir l'impact potentiellement négatif qu'il peut avoir sur le marché du travail, sur la désinformation, etc. Donc, bien sûr que l'IA risque d'impacter le marché du travail. C'est difficile de voir encore l'impact. On veut qu'il y a possiblement des gens qui risquent de perdre leur emploi. En fait, ça s'est toujours fait avec la technologie, malheureusement. Mais avec le recul, si on regarde, par exemple, les usines, ou etc., on n'est pas si déçus aujourd'hui, des années plus tard, qu'il n'y a plus personne de nos proches qui travaille dans des chaînes de montage, visser des boulons 40 heures semaine. Donc, on est rendu ailleurs, vers une société du savoir. Donc, c'était positif. Ça risque de l'être encore, l'intelligence artificielle pour l'humain, sauf que les changements, contrairement aux autres fois, ils se font plus rapidement. Donc, il va falloir être plus vigilant pour faire en sorte que les gens ils trouvent leur compte et puissent se réorienter rapidement. Justement, essayez de se rappeler qu'il n'y a pas juste du mauvais, parce que vous parliez d'antidote, par exemple. Oui. Ça m'a quand même marqué cet exemple-là, parce que c'est un exemple assez simple. Puis j'imagine qu'on compare aussi par rapport aux valeurs. Tout ça, on compare la machine à l'humain. Oui, bien sûr, les valeurs. On parle d'alignement de l'IA. Donc, on tient en intelligence artificielle à ce que nos IA que l'on crée soient alignées sur les valeurs humaines. Bon. Ceci étant dit, c'est un beau vœu pieux, mais les valeurs humaines, c'est aussi un large spectre. Donc, il y en a des belles, il y en a des moins belles aussi. Donc, on veut que nos IA soient alignés sur les plus belles valeurs. Il n'y a pas nécessairement de consensus, c'est un peu culturel, etc. Mais en général, il y a quand même des valeurs universelles. Puis on tend à faire en sorte que nos IA soient inclusives, qui évitent le sexisme, le racisme et qui soient collés sur les valeurs environnementales aussi. On veut générer moins de gaz à effet de serre, par exemple.
pour assurer l'avenir de l'humanité dans la mesure du possible. Concrètement, comment on peut conscientiser notre population et nos jeunes qui vont vivre là-dedans à temps plein? Est-ce qu'il y a des cours qui existent? Est-ce que... Oui et non. C'est-à-dire que je pense que la plus belle façon, comme individu, c'est de rester informé. L'initiative de ce matin en était justement une belle, où on a multiplié les occasions où on peut parler de l'IA, et donc non seulement avec des lunettes roses, ni des lunettes roses, ni des lunettes noires, mais de faire les nuances et de multiplier ces interactions-là entre les spécialistes ou même les journalistes scientifiques et le grand public. Je pense que c'est comme ça que graduellement, on va faire la part des choses et donc voir le vrai du faux, spécialement dans les deepfakes, comme on appelle, là, donc les images, les informations, etc. Parce qu'en ce moment, oui, spécialement la désinformation, c'est un fléau. Il y en a une partie qui est générée par l'IA, donc il faut faire attention. Pour terminer, vous êtes spécialiste dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine, dans l'IA? C'est les techniques d'ingénierie, de sciences pour mettre au point ces algorithmes-là. Et donc de faire en sorte que les algorithmes, donc spécialement des réseaux de neurones artificiels, donc qui est la technique qu'on appelle le deep learning, ces techniques-là peuvent permettre à l'humain de mieux vivre, par exemple, de mieux détecter des cancers, donc, c'est des trucs qu'on ne voit pas souvent, c'est pas écrit, il n'y a pas nécessairement de publicité, mais quand on développe un nouveau vaccin, quand on trouve on détecte un cancer plus tôt, etc., c'est souvent des techniques d'intelligence artificielle qui sont derrière ça. Donc, c'est le domaine c'est l'aspect qui me rend particulièrement fier, d'être au service de l'humain. Voilà. Notre caméraman qui se cache derrière la caméra d'ailleurs en studio. Bonjour Martin! Bonjour. Il était présent à l'inauguration du parcours pagayable La Route Bleue. On vous a filmé l'entièreté du lancement en fait, donc allons voir ça. Bon, écoutez, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui, là, cet après-midi, pour le lancement officiel du parcours de la Route Bleue ici à Bécancour. Donc, je m'appelle Emmanuel Laplanche, je suis directeur général au Gros-Bec, donc le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Nous sommes l'organisme de bassins versants là, qui s'occupe ici dans les cours d'eau de la région, donc de la rivière Bécancour qui débute à Thetford Mines et qui se termine ici là, au fleuve à Bécancour, mais également d'autres cours d'eau dans la région là, de la MRC ici. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi là, pour ce lancement. Donc, je tenais également, là, premièrement, à remercier là, Mme Lucie Allard, la mairesse de Bécancour, et M. Lyonnais, donc préfet de la MRC ici de Bécancour, de nous accueillir là, pour cet événement cet après-midi. Donc, sans plus attendre, vous êtes ici présents, là, comme je le disais tout à l'heure, pour le lancement de la Route Bleue. Donc, la Route Bleue, c'est le lancement du parcours cannotable officiel ici, là, qui prend lieu dans la région, qui débute, le parcours débute ici à l'île Montesson, à l'embouchure de la rivière Bécancour. Et il est divisé en deux parcours, en deux boucles, donc de 16 et 7 km respectivement, donc qui se rendent jusqu'ici au débarcadère, là, au pont ici présent. Donc, il y a une première boucle qui va jusqu'à l'île Montesson et la seconde boucle remonte cette fois-ci jusqu'à l'île des Sauvages, près de Wallinac. Donc, le parcours a été nommé, pardonnez la prononciation, donc j'ai pas eu le mot, la prononciation exacte, mais c'est Webata, donc en Abenaki, ce qui signifie « c'est une eau calme ». Donc, le nom a été travaillé là, également avec la communauté ici à Wallinac, donc, qui est située sur les abords de la rivière Bécancour. Donc, je tenais également à remercier les différents bailleurs de fonds qui ont permis là, de financer ce projet, donc incluant le Fonds d'action québécois pour le développement durable via le programme DDAC, donc Destination durable et action concertée, ainsi qu'ici là, avec la Fondation de l'ABI à Bécancour, donc avec le programme Valeurs collectives. Le projet Route Bleue, donc, ici dans la région, c'est un parcours, comme j'ai dit tout à l'heure, cannotable, c'est une initiative québécoise dans la province. Donc, il y a plusieurs parcours de différents niveaux de parcours cannotable, donc canot, kayak, planche à pagaie dans la région, avec une certification. Donc, le programme Route Bleue, ça implique en fait, des accès sécuritaires, ça implique une coordination dans la région avec des accès des mises à l'eau publiques et ou privées, mais identifiées. Donc, ça permet aux touristes et à la population vraiment de mieux s'équiper et de mieux profiter des cours d'eau qu'on a présents.
Sans plus attendre, et je tenais également à remercier les différents partenaires qui ont participé à l'élaboration de ce parcours, donc incluant la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, qui est propriétaire de l'île Montesson, là, donc de certaines mises à l'eau, ainsi que l'équipe de Wallinac, également Puce Ferra, Amphibec, et de nombreux autres partenaires. Donc, le parcours a été élaboré en concertation avec l'équipe de la ville et avec l'équipe des différents les acteurs régionaux. Et puis c'est une initiative, en fait, également. Donc, aujourd'hui, on assiste au lancement à Bécancour, mais il y a également 4 autres parcours là, qui sont lancés cet été là, sur la rivière Bécancour dans la région. Donc, c'est une initiative vraiment pour mettre en valeur, en fait, l'utilisation de la rivière là, dans la région. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour. Je vais passer la parole à Mme Lucie Allard là, pour la suite. Puis merci beaucoup d'être présent là, cet après-midi. Merci beaucoup, Gabrielle. Gabrielle, en fait, Gros-Bec, c'est vraiment un partenaire de choix pour la ville de Bécancour depuis au moins les 2 dernières années sur différents dossiers pour lesquels on veut mettre beaucoup d'efforts. Mais le fait aujourd'hui d'annoncer ce parcours pagayable, c'est vraiment une grande fierté pour nous de pouvoir mettre en lumière également la rivière Bécancour, qui est vraiment une grande richesse de chez nous. C'est aussi vraiment une très belle réalisation dont nous sommes particulièrement fiers. Donc, d'abord, je veux remercier l'équipe de la Ville qui a travaillé vraiment très fort sur ce projet, mais c'est grâce aussi à une panoplie de partenaires, comme Gabrielle l'a si bien dit. Donc, la MRC, je vois les Loisirs Centre du Québec, valeurs collectives. Là, quand on commence à nommer, c'est sûr qu'on oublie donc la SPIB, qui est évidemment propriétaire de l'île Montesson, la communauté de Wallinac également. Et je m'excuse si j'oublie des gens, mais vraiment un grand bravo et surtout un grand merci à chacun des partenaires qui se sont impliqués dans ce projet. Vous savez, ça fait partie aussi d'une des cibles de notre plan d'urbanisme, de vouloir rendre accessible davantage les cours d'eau, les aménagements à l'eau à nos citoyens. Donc, c'est un exemple très, très concret de ce qu'on peut accomplir ici à Bécancour et vraiment, j'en suis vraiment fière. Donc, merci à chacun de vous. Puis, à quand on pégait ou à quand notre première traversée, je ne sais pas si j'utilise le bon verbe. Malheureusement, on voit que la rivière est un petit peu basse, là, mais je vous invite à vraiment pagayer sur la rivière l'an prochain. Merci. Je passerai maintenant la parole à M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de Fortier-Ville. C'est bien ça? Sainte-Françoise, désolé. Il y a eu un lien Fortier-Ville souvent, c'est ainsi, je comprends. Bonjour à tous. Une belle journée. Vous savez, je dis souvent la MRC avec la Ville et tout le monde, en passant, là, quel beau projet. Je dis souvent, on ne se vend pas assez, mais ça prend des activités comme ça prend des gens qui se mettent ensemble, une communauté. Les organismes, je peux appeler ça une communauté pour développer un projet. Tout le monde s'est mis ensemble pour développer un projet qui est vraiment formidable, puis se vendre à ce temps. Nous, ce qui reste à la MRC à faire, parce que l'ouvrage a été fait de terrain, c'est de vendre le projet, de vendre comment c'est beau le bord de la rivière Bécancour, comment c'est beau chez nous. Pas besoin d'aller en Mauricie. Ici, la Rive-Sud est très jolie. J'ai rien contre la Mauricie, mais chez nous, on a de quoi de bien, puis je pense qu'il faut se vendre. C'est ensemble qu'on va réussir à le développer puis à avancer. Puis le projet de paddleboard, de kayak de près avec Circonflex, que j'ai appris que c'est un nouveau projet là, qui a aidé à acheter de l'équipement avec la Ville de Bécancour, les gens qui ont travaillé là-dessus. Je sais que Marie-Josée, chez nous, qui a travaillé aussi sur le projet pour développer ce projet-là. Puis, moi, je reste en milieu rural. Tu sais, je vais faire un petit topo. Je reste à l'extrémité de la MRC, à 1 heure d'ici. Mais c'est la MRC de Bécancour. Puis je suis fier de dire la MRC de Bécancour avec tous les attraits. Peu importe où ils sont. Ici, la rivière Bécancour, on dit la MRC de Bécancour. Bien, la rivière Bécancour, c'est la partie du nom de la MRC de Bécancour. Il faut la vendre, il faut la faire connaître. On attire des gens de même, on attire des gens en montrant nos milieux, en montrant nos attraits, puis comment on est accueillant, en prêtant de l'équipement.
Puis si tout le monde ne se met pas ensemble, bien, on aurait un problème. On ne réussirait pas à faire tout ce qu'on fait ensemble. Fait que merci encore. Je ne serai pas plus long parce que tout ce qui a été bien dit avec Emmanuel et tout, tout ce qui a été dit avec Lucie aussi. Continuons à travailler ensemble à développer notre MRC, à développer le centre du Québec, parce que les autres MRC aussi ont participé. Là, je salue la mascotte du lac Joseph, un coyote mix ou un loup mix. C'est sa première conférence de presse qu'il fait parce qu'il faisait trop chaud d'autres conférences de presse et qu'il a décidé de venir à Bécancour. Malheureusement, je ne pourrais pas aller faire la raid de kayak ou de paddleboard. Lucie, elle me disait qu'elle y allait aussi, je pense. Hein? T'as une blague ici, t'as une blague. Mais je voudrais juste dire une chose en finissant. Quand on travaille ensemble, on va vraiment loin. Puis aujourd'hui, c'est un bel exemple de travailler ensemble. Merci à tous. Merci à tout le monde de s'être impliqué dans ce projet-là. Puis avec ça, on va faire connaître la Rive-Sud. On va dire aux gens, restez sur la Rive-Sud. Puis ça va être moins compliqué pour le pont. Puis ça va être, tout le monde va être bénéficiaire. Il y a de l'espace partout, puis on a des beaux coins. Encore une fois, merci beaucoup. J'aimerais passer la parole maintenant à Mme Irina Gatto, donc de Valeurs collectives et de la Fondation de l'Abbaye. Bonjour à tous. Je porte plusieurs chapeaux dans mon travail. En tant que conseillère en communication, aujourd'hui, je porte un de ceux que je profite plus. C'est représentant du Fonds Aluminerie Bécancour pour les collectivités durables et aussi membre du CA de ce fonds-là et représentant de la démarche Valeurs collectives. Et le fonds permet à l'aluminerie Bécancour justement d'avoir un impact réel et direct auprès des citoyens et des Bécancour. Donc, c'est un privilège, et je peux le dire comme ça, de compter avec des partenaires de force que, comme nous savons aujourd'hui pour ce projet. C'est une idée qui est surgie, qui a été menée des citoyens directement lors du forum citoyen, le dernier forum citoyen, d'avoir accès aux rivières de la région. Et on cherchait pendant quelques mois comment faire ça, comment répondre à cette demande des citoyens. Et finalement, c'est un ensemble de circonstances, mais ces circonstances, c'est la traduction de partenariats force, des intentions de développement de notre communauté, d'avoir des organismes, des institutions qui répondent aux intérêts de nos gens, qu'on arrive aujourd'hui finalement à répondre à cette demande des citoyens d'avoir accès, de profiter de notre rivière. Donc, nous sommes très contents de pouvoir être un partenaire avec vous. Félicitations, merci à tous les autres partenaires. Nous sommes tellement fiers à chaque fois qu'on peut annoncer ou être partie de projets comme celle-ci. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer la parole à M. Manuel Laferrière, donc de Canoë-Kayak Québec. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici. Bonjour à Madame la mairesse, Monsieur Lyonnais, le préfet. Moi, je voudrais remercier Copernic, je voudrais remercier tous les organismes qui se sont impliqués, la municipalité, les URLS. Le développement d'une route bleue, là, on voit, ça demande un maillage puis un travail régional qui est quand même intéressant parce qu'une rivière, ça ne l'arrête pas aux frontières d'une municipalité. Hein? Ça se promène au travers tout un territoire, fait que ça demande cette consolidation-là. Puis, tout à l'heure, Emmanuel a bien présenté les avantages de la route bleue. Nous, à Canoë-Kayak Québec, c'est un projet qu'on a à cœur parce qu'il y a une chose au Québec qui est un droit fondamental, c'est le droit à la navigation. C'est le droit à l'utilisation des parcours pagayables puis à être sur l'eau. La chose qui est problématique, c'est que cet accès-là, par exemple, ce n'est pas nécessairement gagné. Puis, en créant une route bleue comme ça, ce qu'on vient dire, c'est que il y a des accès qui vont être possibles pour les générations futures. Puis ces endroits-là, ils sont prévus dans le plan d'aménagement, puis ça va être gardé pour toute personne qui veut aller sur l'eau. On a fait une étude là, avec Fondation Rivière. Présentement, au Québec, il y a 98%
des rives qui sont inaccessibles, que les gens ne peuvent pas mettre à l'eau, bien là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient diminuer ce 98 %-là, puis on vient créer de l'espace pour pouvoir pagayer nos beaux parcours, puis pour pouvoir être sur nos plans d'eau. Fait que merci beaucoup là, à tous les partenaires qui ont travaillé sur ce projet-là, puis au plaisir de vous revoir sur un autre parcours. Merci. J'aimerais passer la parole maintenant à Mme Marjolaine Arsenault, donc de l'URLS, donc l'Unité régionale loisirs sport. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette belle journée où on lance vraiment un événement dont je suis très, très fière d'utiliser les infrastructures et utiliser la nature. C'est vraiment... Alors, c'est avec un immense plaisir que Loisirs Sport Centre du Québec participe aujourd'hui au lancement de ce nouveau parcours de la route bleue sur la rivière Bécancour. Ce tracé de plus de 21 km, désormais intégré dans la route bleue de Caillou-Kayak Québec, met de l'avant des valeurs fondamentales, soit la sécurité, l'accessibilité durable et l'éducation. Par ailleurs, la ville de Bécancour s'est dotée cet été d'une centrale circonflexe. C'est une belle présentation ici que vous pouvez voir. Ça permet le prêt gratuitement d'équipements nautiques. Loisirs Sport Centre du Québec est très fier d'avoir pu s'associer à la ville de Bécancour pour contribuer à ce projet. C'est un projet novateur qui mobilise de nombreux partenaires, comme on voit ici aujourd'hui. Et un objectif commun, c'est de permettre à la population de bouger puis de garder sa santé en étant actif. Alors, la nouvelle centrale nautique offrira aussi aux citoyens de Bécancour et aux résidents des environs, et même des visiteurs, des occasions de profiter pleinement des joies du sport nautique, comme le kayak et la planche à pagaie. Alors, je remercie tout le monde de participer de contribuer à ce que cette activité puisse avoir lieu dans notre milieu. Puis je voulais vous dire que c'est complexe. Je vais faire mon petit message publicitaire. On a des prêts d'équipement, mais pas seulement des kayaks ou des choses comme ça. On a des prêts d'équipement comme pour les terrains de jeu, ça peut être pour les adultes, le pickleball, toutes sortes de prêts d'équipement qui sont gérés par les unités régionales de sport dans toute la province. Et puis, c'est vraiment quelque chose dont on est fier, qui peut faire bouger la population partout, peu importe l'âge. Alors, merci beaucoup et bonne journée. J'aimerais passer maintenant la parole à M. Landry de Wallinac. Bonjour à tous. Moi, en digne représentant de la communauté des Abénéquis de Wallinac, je suis très, très fier de pouvoir inaugurer ce magnifique projet qui est Parcours sur la rivière Bécancour, la magnifique rivière. Un projet qui a été mené en grande partie aussi par le bureau du Ndakina chez nous, qui est notre territoire ancestral, et aussi par l'équipe des gardiens du territoire, dont fait partie mon cousin Yves Landry, qui, Yves, ont un chalet familial depuis je ne sais pas combien d'années, là. Je ne pourrais même pas dire 50 ans, 60 ans. Donc, cette portion de la rivière, toute la rivière, il les connaît très bien. Puis, il a grandement contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui, ce parcours-là soit destiné à tout le monde. Pas juste aux Abénéquis, mais certainement à toute la population générale qui vient de la région ou qui vient de l'extérieur de la région. Et ça, on en est très fiers et très, très contents de participer à tout ça. Alors, je souhaite un franc succès pour la future et surtout une grande collaboration afin de transmettre ce beau message-là à tout le monde, tous ceux que vous connaissez, pour faire en sorte que ce parcours-là soit occupé tout le temps de l'été. Et, en tout cas, on a des saisons qui allongent de plus en plus, alors on peut en profiter le plus longtemps que possible. Merci beaucoup. Puis, bonne continuité. Donc, ça conclurait la conférence de presse là, pour l'inauguration du lancement de la route bleue ici à Bécancour. Donc, je tenais encore une fois à remercier vraiment tout le monde. Donc, on ne pouvait pas s'attendre même à
un accueil aussi favorable là, de notre idée qu'on a germée au Gros-Bec là, de vouloir mettre sur pied des parcours route bleue sur le territoire. Puis honnêtement, autant du niveau de la ville, de la MRC, au niveau de la communauté ici à Wallinac, les partenaires, le parc industriel, tout le monde ont vraiment sauté à pieds joints, je pourrais dire, là, dans le projet. Vraiment, on voit que la rivière est importante pour la population, pour les acteurs ici dans la région. Puis je pense que c'est une fierté, comme plusieurs ont dit tout à l'heure. Puis je pense que vraiment je ne peux pas dire de la redonner parce qu'elle appartient déjà à la population ici et aux gens dans la région, mais je pense de simplifier ou de mieux encadrer son accès. En fait, ça va plus renforcer ou ça va permettre aux gens vraiment de l'utiliser et d'en profiter et de se la réapproprier s'il faut là, dans certains cas. Donc, ça me fait plaisir encore une fois. Là, je pense qu'on n'aurait pas pu ici avec notre équipe là, aller aussi loin. Enfin, ça aurait été impossible d'aller aussi loin ou de mettre en place un parcours de cette façon-là sans vraiment l'appui de tous. Donc, encore une fois, merci du fond du cœur. Pour le parcours aujourd'hui, donc, il y a une petite descente. En fait, on se croise les doigts là, qu'elle va pouvoir être réalisable. Donc, qui était prévu là, une descente de la rivière là, avec des bénévoles et avec des gens de la population là, qui pouvaient s'inscrire là, pour inaugurer officiellement là, ce parcours. Donc, j'ai compris que le lancement ne se fera pas ici, là, au parc, mais plutôt à la Petite Floride, au bout de l'île Montesson. Vous pourrez constater de visu là, que la rivière est assez basse là, au cours des dernières semaines. Donc, ça complique un petit peu la chose et je me suis fait dire par l'équipe qu'on était aussi en marée descendante. Donc, ça recomplique un peu la chose aussi. Donc, pour ceux qui le souhaitent là, pour, en fait, là, participer là, à la descente officielle, donc, je vous invite là, à nous rejoindre à la Petite Floride là, sous peu. Là, donc, on va partir dans pas trop long là, pour faire la descente. Donc, c'est prévu là, de 13h30 à 15h environ, là, un parcours. Donc, il y a également une guide qui va être sur place là, pour accompagner et pouvoir présenter la rivière et le parcours là, aux gens qui voudront bien braver les eaux cet après-midi avec nous. Donc, ça met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup à tout le monde et encore une fois, là, merci beaucoup. d'Aston en action avec la Ligue de volleyball de plage avec la reportrice Claudie Geoffroy cet été. Voici son reportage. Je me trouve présentement au terrain de volleyball de plage de Saint-Léonard d'Aston. Je suis venue rencontrer Jacques Lemire et Lucie Lausière qui ont tous deux, à un moment ou à un autre, été responsables de la Ligue de volleyball de plage du village. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Au terrain de volleyball, il y a une vingtaine d'années, c'était du tennis. C'était
Richard Lebeau qui joue au tennis avec Robert Lausière, avec Pierre René, puis René Vincent. Mais les années ont filé et les gars ont parti de l'extérieur. Richard était rendu tout seul, il était trop fort, il était rendu tout seul. Alors, à un moment donné, le terrain était 18. Ils ont décidé de faire du sable et un terrain de volleyball parce que dans les Jeux olympiques, il y avait du volleyball. Puis ils m'ont dit « Hey, on veut jouer au volleyball ». Alors, on a commencé ça, 6 équipes. C'était le fun au bout, on s'amuse, on rit, on a de la misère des fois à jouer parce que ça fait rien de rire, puis on a du plaisir. C'est l'objectif. Et là, toi, tu étais là depuis le tout début, donc tu as fait partie là, des premières moutures, des premières saisons, c'est bien ça? Oui, les premières saisons, moi, Daniel, mon épouse, Lucie Lausière et Simon Boitler ont été les premiers qui ont parti ça. Après ça, là, on a pris 6 équipes, puis on était vraiment au début. On ne dira pas quel âge qu'on avait, c'est là 20 quelques années. Donc là, tu t'occupais de la Ligue à ce moment-là, en plus de jouer? Oui, on s'occupait de la Ligue, des remplaçants, le party en fin de l'année. Alors, c'était à tous les ans, là, on avait une liste de noms, puis mais souvent, le monde ne lâchait pas parce qu'il aimait ça, parce que c'était drôle, puis on avait du plaisir. Fait qu'à un moment donné, ben là, ça a pris de la relève. J'ai trouvé une jeune Lucie Lausière qui a pris la relève parce que j'avais moins de temps. Alors, Lucie Lausière était la présidente après. Fait que c'était un peu les années du volleyball dans le sable à Saint-Léonard-d'Aston. Le mercredi soir, 6h, 7h, 8h, il y avait 6 équipes. On jouait 2,25 et 1,15 qui durait 1 heure. C'est parti le volleyball à Saint-Léonard. Bonjour, moi je suis Lucie Lausière, native de Saint-Léonard-d'Aston. Lucie, tu as repris les rênes de l'organisation des ligues de volleyball de plage ici à Saint-Léonard-d'Aston. Pourrais-tu m'en parler un peu? Comme que dit Jacques, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Le Gros Fun Noir, nous, on allait là pour le plaisir. Il y avait 2 sortes de volleyball. Tu avais les 40 ans et plus et les 40 ans et moins dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus les 50 ans et plus parce que on avance en âge. Fait que ça perdure dans le temps. Puis il y a eu beaucoup de monde qui ont passé, mais on avait tout le temps une liste de noms de remplaçants et tout pour jouer. Puis là, depuis quelques années, je te dirais, c'est stable. Tout le monde veut jouer, puis c'est toujours les mêmes qui reviennent à chaque année. Fait que c'est pas difficile de trouver des remplaçants. C'est vraiment très agréable. On a bien du gros fun. Puis ça, on joue vraiment pour avoir du plaisir. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas... on rit, on a bien du fun. Fait que c'est ça, c'est pour s'amuser puis se mettre en forme. Là, je pense que le terrain est utilisé plusieurs soirs, donc différentes catégories. Oui. Le jeudi soir, c'est les plus jeunes. Mettons, les mix, c'est vrai, c'est mix aussi. Le mardi, tu as du 2 contre 2, puis le lundi aussi, c'est vraiment les plus jeunes encore qui jouent là. Ça s'est vraiment beaucoup développé là, grâce à notre petit terrain de volleyball, mais qui est allumé le soir puis tout. Là. Fait que ça fait de l'action beaucoup avec la balle qui est à côté aussi. Fait que c'est vraiment très agréable. Est-ce que c'est des gens exclusivement de Saint-Léonard-d'Aston qui prennent part à la Ligue? Tout. On a de Saint-Ouen, on en a un peu partout. On accepte tout le monde. Quand il y a de la place, ça nous fait plaisir de les prendre. Puis il n'y a pas de... que tu es fort, pas fort. Il n'y a pas de catégorie de force. C'est quelqu'un qui aime avoir du fun puis pas trop de compétitif parce que je te les place aussi. Puis toi, Lucie, tu as commencé ici à la Ligue en juin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre le flambeau, de continuer cette lancée-là? J'ai pas eu le choix. Moi, j'ai toujours joué au volleyball. Que c'est intérieur-extérieur. Puis Jacques, il n'y avait plus de temps, puis il m'a mis ça entre les mains, puis c'est tout. Mais tu sais, là, j'ai mis assistant, j'ai un bon vice-président qui est petit, puis qui nous aide, mais c'est vraiment pas difficile parce que même les propres joueurs de notre ligue à nous autres se trouvent le remplaçant. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas très compliqué. On finit avec un bon souper plus face à la fin de la saison. Puis en termes de modalité de match, comment ça fonctionne? C'est des 2 sets, des 3 sets, des temps de jeu? C'est des 3 sets, 2, 25 puis un 15. Puis à la fin de l'année, on se fait une petite finale, là, une petite compétition là, amicale, là, puis on finit ça de même. Donc des plages horaires d'1 heure, c'est ça? Oui, 6, 7 et 8, c'est ça. Oui, d'1 heure. On essaie de ne pas trop dépasser parce qu'on est plus jeunes jeunes, le lendemain on travaille. Et puis Lucie, dis-moi, si quelqu'un se dit « Hey, moi j'aimerais ça venir triper avec le monde à Saint-Léonard-d'Aston au volleyball de plage », comment est-ce qu'on peut vous rejoindre pour s'inscrire? Ah, OK, mais ils peuvent passer toujours par les loisirs, puis ils vont nous contacter. Mais tu sais, comme que je dis, je les garde toujours je mets leur nom sur la liste de substituts, puis quand il en manque un, mais tout le monde pige dans la liste de substituts, puis ils connaissent pas rien, c'est pas grave, on a du fun, puis ils les appellent, parce que à chaque année, tout le monde revient, fait que c'est difficile, mais s'il y a un trou, ça va nous faire plaisir d'aller les chercher pour les amener.
Et Lucie, finalement, si tu avais à résumer cette saison 2025 en 3 mots, comment dirais-tu? Extraordinaire, il n'a pas mouillé, on n'a pas annulé aucun match, puis c'était de rire, de rire, de rire, de rire. Rire et plaisir, donc. C'est en plein ça. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin de nouvelles de Télécœur. Merci d'avoir été des nôtres. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez consulter nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Vimeo, YouTube. Nommez-les, on est partout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer vos idées de reportage. C'était Marie-André Dupéré pour Télécœur. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous parle de la capsule qui portera sur comment la phrase est structurée. Comprendre et maîtriser la structure de la phrase est essentiel pour communiquer efficacement en français. En apprenant comment la phrase est construite, vous pouvez améliorer votre grammaire, votre syntaxe et votre capacité à exprimer des idées complexes. La structure de la phrase en français peut parfois sembler déroutante, mais avec les bonnes techniques et une pratique régulière, vous pouvez développer une compréhension approfondie de tous ces mécanismes. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les éléments clés de la structure de la phrase, en vous offrant une explication concrète sur l'organisation des mots dans une phrase. Donc, je vais vous parler du sujet, du prédicat et du complément de phrase. Cette explication vous permettra de mieux structurer vos phrases de manière à ce que vos idées soient fluides et cohérentes et de permettre à votre communication d'être plus précise et élégante. Alors, plongeons ensemble dans les subtilités de la langue française. Le modèle de la phrase de base s'organise avec 3 constituants: le sujet,
le prédicat et le complément de phrase. Le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires, ce qui veut dire qu'une phrase ne peut pas être complète sans ces deux éléments. Le complément de phrase est facultatif, c'est-à-dire qu'il peut être retiré sans nuire à la compréhension. Toutefois, le complément de phrase apporte des informations précieuses pour préciser notre idée. Prenons la phrase suivante pour mieux comprendre le fonctionnement de la catégorisation des constituants. Mon cousin regarde la télévision durant la soirée. Faisons d'abord un premier classement. Nous vérifierons ensuite si notre hypothèse est la bonne. Je fais déjà l'hypothèse, donc, que ma phrase s'organise de la manière suivante. Sujet, mon cousin. Prédicat, regarde la télévision. Complément de phrase, durant la soirée. Allons vérifier mes hypothèses avec les manipulations syntaxiques. Il nous faut au minimum 2 manipulations syntaxiques pour vérifier si la catégorisation est juste. Voici 4 tests que nous pouvons faire pour identifier le sujet d'une phrase. Le premier test est l'encadrement. Il est possible d'encadrer par « c'est qui » le sujet. C'est mon cousin qui regarde la télévision. Le deuxième test est le remplacement par un pronom. Il est possible de remplacer mon cousin par le pronom personnel « il ». Troisième test, le déplacement. Étant donné que le sujet est un groupe obligatoire, le sujet ne se déplace pas. Il n'est pas possible de dire « regarde la télévision durant la soirée, mon cousin ». Même chose pour le quatrième test, l'effacement. Le groupe obligatoire ne peut pas s'effacer. Je ne peux pas dire « regarde la télévision durant la soirée » simplement. Voici maintenant les 4 tests que nous pouvons faire pour définir le prédicat d'une phrase. D'abord, lorsqu'il est question de prédicat, il est important d'identifier le verbe. Le premier test est l'encadrement par « ne pas ». Je pourrais dire « mon cousin ne regarde pas la télévision ». Le deuxième test est le remplacement par un autre temps. Prenons par exemple l'imparfait. Je pourrais dire « mon cousin regardait la télévision ». Il est possible que le verbe entraîne des compléments, particulièrement si on utilise un verbe transitif. Nous pouvons vérifier quels sont les mots qui accompagnent le verbe en utilisant les 2 manipulations suivantes. Le déplacement. Alors bonjour, je suis en compagnie de Donald Martel. Bonjour Donald. Bonjour Marie-André. Avec tes nouvelles fonctions viennent des défis, viennent beaucoup de temps quand même à consacrer à ce nouveau rôle. Comment vas-tu faire pour garder des relations avec tes citoyens? Mais c'est super important d'abord, mais il faut que je sois honnête. Il y a quelques semaines, c'est le ministère de l'Agriculture, Région Centre du Québec, c'est quand même gros. J'ai beaucoup d'apprentissage à faire. Fait que je ne ferai pas à croire aux gens. Les premières semaines, c'est sûr, je vais être moins disponible. Je vais être moins disponible pour ma blonde. Je vais être moins disponible pour mes enfants. J'ai des choses à apprendre. Après ça, pour moi, j'oublierai jamais pourquoi j'ai ça. Les gens, ils m'ont élu ici, donc je dois m'occuper d'eux. J'ai un excellent bureau qui peut prendre le relais, mais c'est sûr que je vais continuer de faire des activités sur le territoire. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui est positif dans la vie, mais pour ça, il faut que je vois mes enfants, il faut que je vois ma blonde. Fait que c'est de garder un équilibre à travers tout ça. Exactement. Tu penses garder le bureau ici à Bécancour? Oui, absolument. Oui. Mon personnel, il restait là. Puis j'ai l'habitude de dire que j'ai le meilleur bureau de député au Québec, puis je le crois sincèrement. Donc, je ne suis pas inquiète, les gens ils vont être bien servis. Puis moi, je vais venir quand même à toutes les semaines pour regarder les cas de comté. Puis je vais rester disponible aux médias. Je pense que c'est une qualité que les gens m'ont reconnue. Ma petite chronique à la radio, au Courrier Sud, les entrevues qu'on fait à Télécœur. Donc, je vais rester très disponible pour les médias. Eh bien, merci, Donald. Merci beaucoup.
J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener kiki sous la pluie que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances. J'ai de l'argent dans un fonds d'urgence. On aimerait bien plus ça qu'on pense. Et si on donnait un peu d'amour à nos finances?